Monsieur le Président, bonjour Léa, bonjour à tous. Bonjour Gilles. Merci de nous recevoir à l'Élysée, ici, dans la salle des fêtes. Et c'est peut-être de bâtir plus fortement une confiance si fragile. Parce qu'on ne peut pas dire on emploie un nouveau chemin, une nouvelle méthode, un nouveau temps du quinquennat. On croit dans la cause écologique. Bon, encore beaucoup de blabla de la part d'Emmanuel Macron. On voit qu'il est passé maître de ça en quelques années de pouvoir, où il nous dit qu'il allait se réinventer tout en faisant exactement la même chose. Au début, je m'étais dit que pour cet AQC, j'allais démarrer avec une analyse du discours d'Emmanuel Macron, mais franchement, au bout d'1h15 d'interview, il n'y a pas grand-chose à dire. Et du coup, on s'est dit, vu que c'est notre dernière rubrique qui court avant les vacances, et que ça fait à peu près 1 an qu'on a commencé ces épisodes hebdomadaires, je vous avais fait une promesse, celle de vous raconter ici les coulisses du Parlement européen, mais aussi les coulisses de la vie politique. Assumer aussi que quand on est en politique, c'est un travail d'équipe. Et donc, je me suis dit que pour ce dernier AQC avant la pause estivale... Eh mais c'est la caméra de Mathieu. Mais si on faisait AQC aujourd'hui, tu penses qu'on a le droit? Allez, on s'en fout. C'est pas toute mon équipe ici qui travaille avec moi au Parlement européen. Ce sont eux qui font le travail de long. Vous n'avez pas l'habitude de les voir dans nos épisodes de l'Aubry qui court. Peut-être des fois vous apercevez un peu Mathieu, mais on va y revenir. C'est lui qui, notamment derrière la caméra pour tourner les épisodes. Ce sont eux au quotidien qui font le travail parlementaire, du travail de communication, au travail de fond, en commission, au dépôt d'amendements, l'analyse des travaux parlementaires ici au Parlement européen, mais plus généralement aussi au travail politique qu'on fait en France. Et pourtant, on ne serait rien, et quand je dis on, ça vaut pour l'ensemble des élus, sans leur contribution au quotidien, sans leur confiance aussi. J'ai la chance d'être entourée avec des personnes que je connais depuis longtemps, certains que je connais depuis plus de 10 ans, d'autres que j'ai volés à Oxfam comme Océane et qui travaillaient avec moi, des gens qui ne faisaient pas forcément de politique avant. Bref, on s'est dit que ce dernier rubrique qui court estival, c'était l'occasion de vous présenter les coulisses du travail parlementaire, comment au quotidien se façonner notre travail. Et donc du coup, quoi de mieux que leur donner directement la parole. Là, on a traversé quasiment tout le Parlement européen pour aller au bureau de Boris. Boris, il travaille au groupe auquel on appartient, la Gauche unitaire européenne, spécifiquement sur la commission des affaires économiques et monétaires dans laquelle je siège. Et il travaille en étroite collaboration avec Océane, qui, dans mon cabinet, travaille aussi sur ces questions. Donc, on va leur rendre une petite visite. Salut les geeks! Donc là, on est avec Océane et Boris qui sont en train d'éplucher un texte législatif qui est un texte sur le financement de la transition écologique. C'est un bon cas d'étude pour savoir comment ça fonctionne dans les coulisses du Parlement européen et comment on travaille sur ces textes. C'est un texte pour lequel on a une réunion de négociation demain avec ce qu'on appelle les autres shadow rapporteurs, qui sont des rapporteurs fictifs
des représentants de chaque groupe politique qui vont négocier ensemble ce texte. Et peut-être vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est des négociations sur ce texte pour que vous compreniez bien comment évolue un texte ici au Parlement européen et comment nous on travaille dessus. Alors, on a d'abord reçu une première version du rapport qu'on a amendé en fonction de nos priorités politiques. Là, on a reçu la veille de la négociation ce qu'on appelle les compromis, donc avec les différents amendements de tous les groupes qui sont intégrés ou pas. Là, il y en avait plus de 600 en l'occurrence. Là, il y en avait plus de 600, donc ça a été pas mal de boulot de liasse de papier. Et donc, on est en train d'analyser ça pour que demain, en réunion de négociation, on sache exactement qu'est-ce qui a été intégré de nos propositions, qu'est-ce qui a été rejeté, et qu'on puisse essayer de les défendre jusqu'au bout. On puisse également aussi faire barrage à des propositions qui viendraient d'autres groupes et qui ne nous conviendraient pas. Et peut-être du coup, après, comment ça se passe avec tes interlocuteurs, avec les autres groupes politiques qui ont aussi des équivalents comme toi, des représentants pour chaque commission et dans chaque groupe politique? C'est là où mon rôle est un peu différent de celui d'Océane, c'est-à-dire que je vais devoir communiquer beaucoup avec mes équivalents, mais dans les autres groupes. Donc ça peut être des discussions informelles pour voir un peu quelles sont leurs positions, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils veulent proposer. Mais il y a aussi des réunions un peu plus formelles, mais que entre collaborateurs de groupe, où on commence à négocier en fait avant que les députés entrent. En gros, ils préparent les négociations pour essayer de trouver un maximum de terrain d'entente. Et à la fin, les dernières batailles, les derniers coups de fouet, c'est là où on intervient. Mais c'est important à souligner le travail fait par les collaborateurs pour préparer, parce que des dossiers parlementaires comme celui-là, on en traite plusieurs à la fois. Donc ça vous donne une idée un petit peu du circuit législatif. Et à la fin, on va avoir un rapport final, qui sera présenté au sein de notre commission, qu'on pourra amender et qu'on votera ensuite en session plénière. Le jour du vote, en fait, en plénière, je vais être un peu à l'affût, regarder quels amendements ont été votés, quels amendements ont été rejetés, et en fonction, en fait, rediscuter avec la chef de rapporteur, donc là, en l'occurrence, toi, pour voir si on change notre position de vote ou pas, et si c'est le cas, du coup, informer les autres députés du groupe qui suivent le dossier, mais d'un peu plus loin. Ne faites pas que des travaux parlementaires. C'est vrai que souvent, on vous appelle un peu les geeks, et je suis désolée pour ça, mais sachez que derrière tout travail sur les politiques d'austérité européenne, l'analyse des recommandations faites par la Commission à la France, mais aussi tout le travail qu'on fait sur la politique monétaire européenne, souvent derrière vous avez Océane et Boris qui décortiquent tous ces textes qui sont complexes mais hyper politiques. Et c'est peut-être ça l'enjeu pour qu'on comprenne bien pourquoi on est aussi dans cette commission et qu'est-ce qu'on peut obtenir comme victoire. Et là-dessus, on a un bon exemple en tête avec Océane. Ouais, on a une petite anecdote dont vous avez parlé déjà dans la QC, dans le point des lobbies. Mais on avait réussi à bloquer la nomination d'un candidat avec plein de conflits d'intérêts, un ancien lobbyiste, à la tête du gendarme européen des banques. Qui contrôle le secteur bancaire. Qui contrôle le secteur bancaire, leur niveau de prise de risque, qui constitue des réserves de fonds. Et on avait été alerté le jour même du vote par une ONG sur le fait que le vote était très serré parce que la droite conservatrice était divisée. Et donc en fait, on s'était réparti le travail avec l'ONG. On avait fait une sorte de petit porte-à-porte téléphonique. On avait appelé tous les cabinets. Et au moment du vote, la nomination de ce monsieur a été bloquée. Et donc ce que ça illustre pour nous, c'est que en fait, le Parlement a des véritables leviers pour exercer un contre-pouvoir sur les nominations et sur la politique économique en général. Et que quand il accepte de jouer ce rôle-là jusqu'au bout, en fait, il peut véritablement peser sur ces politiques-là. Et puis, notre rôle aussi, au-delà, on peut se dire qu'on a un peu des lanceurs d'alerte et qu'on lance l'alerte, des sortes de vigies, et que dans la commission des affaires économiques et monétaires, qui est très masculine, on le sent souvent avec Océane, on a aussi un rôle d'information, de décryptage de la politique européenne en matière économique. On vous parle souvent d'austérité, parfois c'est un peu abstrait. Nous, on essaie de suivre tout ce qui s'y passe et on ne pourrait pas le faire sans le travail de Boris et d'Océane qui, au quotidien, épluchent tous ces documents. C'est la raison pour laquelle le président de la République souhaite la création rapide d'un commissariat général au plan. Exactement ce qu'on avait demandé. Bon là on rigole parce qu'on était en train de regarder ensemble le discours de Castex et on voit nos collègues insoumis à l'Assemblée nationale au moment où il annonce un commissariat au plan, où on voit Jean-Luc faire comme ça. Mais c'est peut-être l'occasion de vous présenter et de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici avec Gilles, que je vous présente, qui est donc le directeur de cabinet. Il est traumatisé à côté de je regarde la caméra. Alors on travaille ensemble sur tous les sujets politiques transversaux, de la politique française à la politique européenne, que ce soit suivre le discours du Premier ministre pour l'analyser, réagir, ou un conseil européen où tous les chefs d'État européens se réunissent entre eux. C'est un peu mon binôme, je dirais, au quotidien. On est au contact
permanent, je dirais. Exactement. Faudrait qu'on compte le nombre de messages qu'on s'envoie dans une journée. Peut-être tu peux nous expliquer comment tu fais au quotidien, parce que ce qui est assez fort, et vous ne le savez pas, c'est que Gilles a toujours un œil sur tout, c'est tout ce qui se passe partout, tant au sein de l'équipe qu'au niveau européen ou au niveau français. Donc comment tu fais au quotidien pour m'aider à préparer l'ensemble des activités d'une journée, d'une semaine parlementaire? Globalement, l'idée, c'est que ça veut dire effectivement que le but, c'est de suivre donc, toute l'actualité française, européenne. Donc ça veut dire faire de la veille sur les différents types d'actualités et surtout d'anticiper sur les semaines les différents événements, les différentes initiatives, les différents types d'endroits où maintenant on va devoir intervenir et de voir avec l'équipe pour tout anticiper et donc préparer. Ça veut dire par exemple dans une semaine, concrètement, on va tourner une rubrique qui court, on va intervenir pour faire un discours, elle va devoir rencontrer des ONG, elle va devoir faire une réaction par rapport à tel ou tel type d'actualité. Donc moi mon rôle ça va être d'anticiper tout ça, de voir avec le reste de l'équipe pour qu'à chaque fois Manon puisse avoir les éléments pour se faire une opinion, une position et pouvoir assumer son rôle de parlementaire. Donc c'est un rôle d'anticipation, d'organisation, de préparation qui veut dire d'être un peu en veille en permanence, de répondre à pas mal de messages et de s'assurer que tout est bien préparé, quoi. En gros, c'est d'assurer la fluidité au sein du cabinet, parce que Gilles, en tant que directeur du cabinet, aussi coordonne l'ensemble de l'équipe qu'on vous présente aujourd'hui, et ce qui permet aussi que on n'ait pas cette impression qu'on a parfois, on se l'est déjà dit aussi au moment où on préparait la manière dont on allait s'organiser au Parlement, le fait qu'on ait des politiques qui donnent l'impression de savoir tout sur tout, mais en fait qui ne disent rien d'intéressant, quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc qui n'est pas facile au quotidien. Et c'est aussi pour ça fait partie des autres tâches que tu fais, de un peu faire le tri dans les sollicitations, de répondre. Quand on vous répond à des sollicitations, ça passe souvent par le filtre de Gilles. Donc rassurez-vous, on vous Normalement, répond. je réponds à tout. Normalement, on rate rien. Tu as des antennes partout, tu distribues, tu coordonnes, tu fais filtre, ça fait beaucoup de tâches, mais il y a aussi un autre truc important. On a déjà eu l'occasion de vous parler des sessions plénières au Parlement européen. Alors en ce moment, elles sont un peu particulières avec le coronavirus, mais en gros, elles vont à toute allure. Et on a des centaines de textes, des milliers d'amendements à voter, et on les vote souvent en cadence. Et donc, tu peux peut-être nous expliquer comment vous organisez au niveau de la délégation entre tous les directeurs de cabinet pour comprendre, parce que faudrait qu'on vous montre et on va vous faire apparaître à l'écran ce à quoi ça ressemble, ce qu'on appelle des feuilles de vote. C'est vraiment des centaines de lignes où vous mettez plus, moins ou abstention, un petit rond pour abstention. Et donc nous, quand on est arrivé au Parlement européen, on savait pas que ça se passait comme ça et c'est assez déroutant au début. Exactement, donc ça a demandé un peu de temps pour essayer de voir comment collectivement on s'organise là-dessus. La difficulté, c'est qu'on a des textes qui vont être extrêmement différents sur tous les types de sujets. Ça peut être des choses de politique internationale, ça peut être des sujets extrêmement techniques sur des régulations, sur la taille, la taille des roues dans tel ou tel pays, etc. Donc nous, le but, c'est qu'on anticipe au niveau de la délègue. Donc on se fait une réunion la semaine précédant la plénière avec tous les cabinets. On se répartit entre nous les sujets selon les commissions, les intérêts particuliers des députés. Et à partir de ça, donc on essaie de voir en avance est-ce qu'il peut y avoir des problématiques particulières, des questions qu'on se pose ou alors des enjeux politiques qu'on veut souligner. Le but en fait là-dessus, comme ce que je présentais avant de mon travail finalement, c'est que les députés puissent arriver dans une réunion entre eux où ils ont toutes les infos pour pouvoir débattre et prendre position. Et de manière concrète sur les textes, ça veut dire que chaque cabinet va être responsable du suivi de textes. On se répartit les fiches de vote entre les cabinets. Derrière, ça veut dire qu'il y a un premier travail avec une équipe qui va faire un briefing pour essayer de présenter quel est l'enjeu du texte, est-ce qu'on pense voter pour ou contre. Ensuite, les avantages, les inconvénients. Exactement, avantages, inconvénients. On essaie de faire ça à chaque fois sur chaque texte de manière sérieuse en se disant on n'a pas d'avis préconçu, on essaie de comprendre le sujet, il y a un premier avis, on en discute entre nous, souvent en discutant on va avoir de nouveaux éléments, etc. Et une fois qu'on a discuté entre nous, on va relever aux députés sur tel amendement ou sur tel texte en entier. Est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'on a une inquiétude, est-ce qu'on peut avoir des désaccords entre nous et on fait remonter au niveau de la délégation pour que les députés puissent en discuter ensemble et prendre une décision. Et ça, on le fait sur l'ensemble des textes, ce qui peut représenter 30, 40, 50 textes sur une plénière. Et au niveau des amendements, comme tu le disais, des centaines, des milliers. Des centaines ou des milliers. C'est ça. Ouais, ça vous donne une idée du rôle de Gilles en tant que directeur de cabinet qui, je pense qu'on pourrait dire, tu es un peu le chef d'orchestre d'une musique qui, si elle paraît douce à entendre, c'est uniquement parce que derrière il y a un chef d'orchestre qui nous permet d'organiser, de planifier. On aime bien le plan, C'est ça. la C'est France Insoumise, donc ça va. Et
on en parlait justement en écoutant Castex, qui nous permet vraiment de planifier, et plus on planifie, plus on est en capacité d'avoir un discours politique qui est construit, audible, et en même temps suffisamment documenté et étayé, parce que c'est important pour nous que ce soit toujours basé sur des éléments qui sont recherchés et qui sont vérifiés pour s'assurer que ce qu'on raconte est le plus solide possible, et on espère le plus convaincant possible. C'est parti. C'est trop cool, c'est moi derrière les caméras. Oui, c'est un peu la première fois. Je peux vous dire qu'il y a un super son avec le casque. Du coup, je vous présente Mathieu, qui d'habitude il est à ma place. C'est lui qui est derrière la caméra de tous les épisodes qu'on a tournés ensemble de l'Aubry qui court. C'est notre petit rituel de chaque semaine. Et donc c'est lui aussi qui fait les super montages que vous avez pu voir, quand je me dédouble ou quand on fait le petit jeu de chaise musicale. Chaque semaine, on essaie de rendre originale notre communication, pas juste dans le but d'être original, mais dans le but de traduire la politique et de la rendre accessible de tout ce qui se passe ici au Parlement européen. Peut-être tu peux nous expliquer comment on a pensé et fait évoluer ces épisodes de l'Aubry qui court et avec les objectifs qui sont derrière. En gros, nous, ce qu'on s'est dit au départ, le Parlement européen, c'était une grosse machine avec plein de gens dedans, mais où en gros, on comprenait pas vraiment comment ça se passait. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est une petite entrée par laquelle on pouvait apporter du contenu, de la compréhension, des rouages de l'institution et de son fonctionnement. Et donc, on a eu l'idée, parce que vous nous l'avez aussi proposé dans les commentaires, etc., de lancer une chaîne YouTube, et on l'a appelée, comme vous l'avez décidé vous-même, puisque c'est une des propositions que vous avez faites sur la page Facebook de Manon, de l'appeler l'Aubry qui court. Et au début, on a commencé, vous pouvez aller voir les premiers épisodes si vous ne les avez pas vus, c'est tourné avec un téléphone portable, on n'avait même pas de micro, je ne sais pas si tu te rappelles, on utilisait le micro du casque que tu as là. Qui a un micro juste de casque pour d'écouteurs, quoi. C'est ça, c'est le micro tout pourri. Et donc maintenant, on a un beau micro, une belle caméra, etc. Et donc... un beau studio. Et on a, voilà, on a en plus installé un studio qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps avec le super canapé, etc. Et donc, on a évolué petit à petit sur les 35 épisodes. Toi, tu as appris aussi à faire de la vidéo YouTube. C'est pas toujours facile, sachez-le. C'est ça, c'était pas forcément quelque chose de naturel au départ, et pourtant toi tu t'y es mis. Et puis moi aussi j'ai appris plein de choses, j'ai appris à te dédoubler, à te tripler, à faire les chaises musicales, à faire des jeux de montage, etc. Et donc petit à petit on a construit comme ça les 35 épisodes. Et peut-être tu peux nous expliquer quel objectif on a chaque semaine, parce que ça nous prend un peu de temps à tourner ces Aubry qui courent, on espère que vous les appréciez. Mais quel est l'objectif derrière cette mise en scène qui est parfois volontairement parodique, mais toujours avec du fond politique? C'est ça. En gros, ce qu'on s'est dit, c'est que l'Aubry qui court, c'est un élément qu'on se réserve pour pouvoir parler autrement de l'Union européenne et de ton travail de députée européenne, avec un ton décalé, mais tout en respectant sur le fond de la précision, de la réflexion, de l'analyse. On a toujours fait attention à ce que tout ce qui est mis dans ces vidéos, ça soit le plus précis possible et le plus pédagogique possible. Même des fois, ça peut m'arriver de te couper pendant le tournage pour te dire « Attends, là, j'ai rien compris à ton histoire. » Oui, parfois, il m'engueule, sachez-le. C'est ça. Des fois, même moi, qui connais un peu, mais pas spécialement, je n'ai jamais travaillé sur l'Union européenne, et on essaye au maximum de rendre les choses pédagogiques et de faire en sorte que le message qu'on crée, il le soit fait de la manière la plus précise, tout en assumant un côté décalé. On est sur YouTube, on s'adresse à vous et on essaye avec vous de partager aussi des moments sur lesquels nous-mêmes on en rigole, quand on trouve un coin des lobbies, quand Gilles ou Adrien découvrent un nouveau coin des lobbies. C'est vrai que souvent on en rigole nous-mêmes, ou ça nous a touché nous-mêmes avant de commencer à construire l'histoire avec les rebondissements du coin des lobbies par exemple. Donc, et souvent on réfléchit à la mise en scène d'ailleurs au moment où on en parle, en se disant comment on peut le rendre le plus accessible, et c'est comme ça que Mathieu il me fait faire plein de choses, et parfois même je me retrouve derrière la caméra, donc j'apprends beaucoup de choses dans ce mandat. Et peut-être pour finir, qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise ou évolution pour la suite? L'Aubry qui court reviendra évidemment au mois de septembre, et nous on continue à réfléchir, y compris sur la base de nos propositions, n'hésitez pas à continuer à nous en faire. Mais Mathieu réfléchit pas mal sur comment on peut
élargir et rendre encore plus accessible l'ensemble de ces sujets. C'est ça. En gros, là, ce qu'on a prévu un peu pour l'année prochaine, déjà, c'est de donner un cadre dans lequel on va pouvoir tourner nos vidéos. On est dans des bureaux où, si on n'avait pas le studio ici, et vous pouvez voir dans les autres épisodes où quand vous regardez les coins des lobbies, c'est tout blanc, gris, etc. Et donc, ce qu'on va essayer de créer, c'est une ambiance, un endroit où on va pouvoir se retrouver avec vous dans l'Aubry qui court. Donc on va créer une sorte de studio à l'intérieur de ce bureau. Je vais installer un petit périmètre qui va m'appartenir. Il nous vole une partie de notre bureau. Exactement, je vais bloquer une partie du bureau pour pouvoir installer un studio et faire en sorte qu'en fait, quand on fait l'Aubry qui court et quand vous le regardez et quand on le met aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc., on ait une image Aubry qui court et qu'on comprenne que là on est dans un cadre particulier qui est l'Aubry qui court. Et on espère que vous continuerez à nous aider à diffuser cette émission. Là vous en savez un peu plus sur les coulisses. Mathieu il travaille aussi plus généralement à toute la communication du cabinet, que ce soit des visuels, parfois des petites vidéos montées, du lien avec aussi les militants. C'est, il faut le dire, Mathieu qui m'a accompagné faire du vélo. Pendant notre semaine 1000 bornes dans une Europe en Berne. Et d'ailleurs, il n'a pas fait que pédaler, il n'a pas que des gros muscles au niveau des cuisses, mais il a aussi monté d'ailleurs une vidéo à partir des rencontres qu'on a pu faire tout au long de cette semaine-là, des rencontres très émouvantes, des agriculteurs, des migrants, des militants de terrain, des écologistes. Bref, ça me fait l'occasion de vous donner un petit teasing parce que la semaine prochaine, vous n'aurez pas d'AQC, mais vous aurez ce beau film à la rencontre d'une Europe en Berne. Mais attends là, on n'a pas oublié quelqu'un ? Alors pour notre coin des lobbies, à défaut d'avoir invité un lobby, on a celui qui traque les lobbies, souvent qu'on publie dans notre coin des lobbies, mais pas seulement, c'est Adrien, qui travaille spécifiquement sur la commission des affaires juridiques, mais dont une de ses passions favorites est de traquer les lobbies. Qu'est-ce que tu fais pour les suivre et savoir partout où ils se trouvent ici au Parlement ? En fait, on reçoit pas mal de documentation, donc il y a beaucoup de lobbies qui viennent vers nous directement. Ensuite, faut savoir que même si c'est très peu couvert par les journaux français, il y a des ONG, des associations et certains journalistes dans la bulle ici qui travaillent là-dessus, qui essaye de faire monter un petit peu l'attention sur l'influence des lobbies. Et donc avec ces partenaires-là, on essaye de tenir une veille et de tenir les gens informés parce que sinon ils ne le sont pas. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de lancer, vous l'avez sûrement vu, on a eu l'occasion de vous en parler, notre initiative Liaison Dangereuse où on recense en fait de manière systématique l'ensemble des conflits d'intérêts au sens large que l'on observe, des problèmes éthiques on va dire, ici au sein des institutions européennes. Et on travaille pas mal en lien avec les ONG pour ça. Alors il est beaucoup en relation avec les lobbies, mais aussi beaucoup en relation avec les ONG. Un de mes combats, c'est d'expliquer que ce n'est pas la même chose, ils ne défendent pas les mêmes intérêts. Et du coup, tu es pas mal en lien aussi avec les ONG à ce sujet, notamment sur les questions éthiques. Oui, parce que en fait, les ONG ici font un travail qui est assez impressionnant, notamment parce qu'elles connaissent tous les leviers qui leur permettent de récupérer des informations qui ne sont pas accessibles habituellement, avec des demandes de documents auprès de la commission, avec qui ils ont des contacts fréquents. Ils ont les moyens de faire un travail de fond et permanent que nous, on n'a pas toujours l'occasion de faire, mais qui nous est très utile. Et en fait, c'est avec ces ONG qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient la notion de la partie immergée de l'iceberg, alors que nous et la plupart des citoyens ne voient que ce qui dépasse, ce qui d'un coup fait un article dans un journal, mais en réalité, les liaisons dangereuses, le but est aussi de montrer qu'il se passe énormément de choses et que sur un dossier précis, d'un bout à l'autre, il y a une influence à plusieurs étapes. C'est un peu notre rôle de lanceur d'alerte quand on vous avait dit qu'ici au Parlement européen, on serait des députés de combat, mais aussi des lanceurs d'alerte pour lancer l'alerte sur ce qui se passe, notamment en termes de conflits d'intérêts. Et c'est comme ça qu'on nourrit chaque semaine notre fameux coin des lobbies, mais que derrière, on essaie de donner un débouché politique en défendant davantage de contrôle et notamment la création d'une autorité indépendante. Et dans les trucs qu'on fait aussi avec Adrien, on traque les lobbies, on traque les multinationales. Un de nos combats, on vous en a parlé dans un des derniers AQC aussi, c'est la régulation des multinationales, notamment en termes de violation des droits de l'homme. Et pour ça, Adrien travaille pas mal de nouveau avec les ONG, encore une fois, pour essayer de construire ensemble à la fois une stratégie, mais aussi des propositions juridiques solides
parce que Adrien, oui, est un juriste, sachez-le, et que c'est toujours utile, notamment quand on travaille sur ces questions-là. Bah exactement, et puis en fait, ce qui nous a été utile sur ce combat aussi, c'est que c'était quelque chose qu'on avait identifié avant même d'arriver au Parlement. Moi, avant de venir ici, je travaillais pendant un moment pour une ONG à Genève sur la négociation d'un traité dont on aura l'occasion de vous reparler, qui est censé imposer des régulations multinationales pour les faire respecter les droits de l'homme et l'environnement. Et donc c'était un des combats qui était déjà prioritaire dans notre tête avant de commencer ce mandat. Et une fois qu'on l'a commencé, on l'a poursuivi ici avec des ONG partenaires qu'on connaissait déjà. Et on a une vraie satisfaction à voir qu'aujourd'hui, on a réussi à force de harceler aussi certains interlocuteurs, à imposer ce sujet comme un sujet de débat et à faire en sorte que la Commission s'engage à proposer un texte de régulation des multinationales qui viendra en début d'année prochaine et on aura beaucoup de travail. Voilà, on vous disait qu'on a un peu dépecé le monde des ONG pour construire notre cabinet. On travaillait déjà ensemble avant sur ces questions, mais en même temps, c'est comme ça qu'on a la meilleure expertise possible sur ces sujets, mais aussi qu'on garde les liens avec la société civile, les ONG. Et donc Adrien travaille beaucoup en lien avec les ONG pour essayer d'avancer et de faire front commun, parce que même si on représente ici une minorité au Parlement européen, parfois on peut faire masse grâce à l'appui de l'extérieur du Parlement européen. Et c'est ça tout notre combat, on dit souvent pour faire primer l'éthique contre le fric. Et bien Adrien y participe très largement. Avec Adrien, on a aussi beaucoup travaillé, on venait à peine d'arriver au Parlement européen et on s'est pas mal affairé. Au moment de la nomination des commissaires européens, donc l'équivalent du gouvernement européen, vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé l'an dernier, notre commission était saisie pour la validation de l'absence de conflit d'intérêts de chacun des commissaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un pouvoir énorme et que personne n'avait exploité jusque-là. Et au début, personne ne croyait qu'on pouvait réussir à en bloquer la nomination de certains, et au final, on a réussi, notamment grâce à ton travail pour fouiller dans les CV de chacun des commissaires qui étaient proposés. C'était quelque chose qui était très drôle, parce que c'était tout début du mandat, c'était quelque chose qu'on n'avait pas particulièrement identifié sur notre radar, parce qu'en fait, personne n'avait conscience que le Parlement avait ce devoir et ce pouvoir de contrôler les conflits d'intérêts des membres de la Commission européenne, et on se retrouve à recevoir un mail avec les déclarations d'intérêt des commissaires européens, et ça fait des années qu'il y a des contrôles, et là on commence à éplucher les documents qu'on reçoit, et en fait on se rend compte qu'une partie d'entre elles sont complètement vides, une autre partie sont extrêmement vagues, et une partie enfin montre des conflits d'intérêts évidents de certains commissaires avec des actions, et voire parfois énormément d'actions dans des entreprises comme Bayer, comme LVMH, comme Eni, le pétrolier. Et donc on se dit, ben en fait, on ne peut pas laisser passer ça comme une lettre à la poste, comme ça s'est fait pendant les mandatures précédentes. Et en arrivant dans la salle où on est censé tamponner les documents et faire passer... Vraiment, côté de notre commission, ils s'attendaient juste à ce qu'on valide le document. Et... Tout le monde était à moitié endormi, en train de commencer à simplement s'installer sur son siège pour la première session de la commission. Et puis nous, on dit, ben en fait, c'est pas possible, il va falloir qu'on pose des questions, il va falloir qu'on travaille un petit peu plus là-dessus. Et là, tout le monde s'est réveillé et finalement, pour la première fois de l'histoire, le Parlement a retoqué 2 commissaires au niveau de notre examen. Et ensuite, comme on avait levé le lièvre sur la candidate Sylvie Goulard, qui a été protégée notamment par ses alliés politiques, donc elle a réussi à passer tant bien que mal notre validation, elle a quand même pas réussi à réviser. Sans notre accord, évidemment. Mais ça a fait tellement de bruit qu'on a réussi justement à l'écarter dans un second temps. Donc, exit 3 commissaires européens pour conflit d'intérêts, c'était quelques semaines à peine après avoir commencé notre mandat. Comme quoi, en fait, quand on essaie d'utiliser les pouvoirs qu'on a, on peut obtenir des choses, même si évidemment ça va pas encore aussi loin qu'on le voudrait. Faut avoir la niaque, parce qu'après, on a quand même eu beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts à ce qu'on fasse cet exercice sérieusement, ce qui montre aussi que beaucoup de gens ne tiennent pas forcément l'éthique comme une priorité dans leur mandat ici, ou dans leur rôle institutionnel. Mais ça a réussi et ça nous a donné envie de continuer avec la même détermination, parce que finalement, au bout du compte, on finit toujours par obtenir quelque chose. C'est la fin de cet AQC un peu spécial, hacké par mon équipe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a plu aussi de les rencontrer virtuellement, de voir ceux qui, au quotidien, m'aident et travaillent avec moi pour faire notre travail politique. C'est ma façon de fonctionner et de travailler, mais je pense que c'est intéressant d'illustrer les coulisses de la vie politique dont personne ne parle, alors que ça reste avant tout un travail collectif avec mon équipe.
mais avec vous tous aussi bien sûr, avec l'ensemble des militants qui relaient, qui proposent, qui soutiennent, parfois aussi qui poussent des coups de gueule. Bref, il ne faut pas oublier derrière parfois la personnification de la vie politique que ça reste un travail collectif au service de l'intérêt général et de l'intérêt commun. Je crois que pas grand monde et pas beaucoup d'élus n'avaient pris le temps d'expliquer, de faire de la pédagogie et de mettre aussi en scène l'ensemble de son équipe. C'est pour moi l'occasion aussi de les remercier parce que au quotidien, vous imaginez aussi la charge de travail, mais on le fait toujours avec la bonne humeur. On espère qu'on vous a transmis une partie de cette bonne humeur qui nous anime parfois dans des temps plus difficiles que d'autres, mais toujours avec la même motivation. Donc merci à vous tous aussi de relayer ces messages et un grand merci à mon équipe. Pour nous, on va partir en vacances, je crois qu'on en a tous bien besoin. On se retrouve évidemment à la rentrée. Mais avant ça, parce qu'on n'allait pas vous laisser comme ça, la semaine prochaine, on a une dernière surprise pour vous. On l'a brièvement mentionné, on va sortir un petit film à partir de rencontres que nous avons faites durant notre semaine à vélo 1000 bornes dans une Europe en berne, des portraits forts et poignants. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que c'est un format un peu inédit qui donne la parole aux acteurs de terrain et aux premiers concernés. Et puis une dernière chose aussi, si vous nous avez suivis jusque-là, un petit défi pour vous après cette année d'AQC. Vous avez peut-être remarqué que quasiment sur chacun des épisodes, il y a un objet présent d'une manière ou d'une autre. Je vous lance ce petit défi et puis si vous avez un peu de temps pendant les vacances, vous pouvez fouiller dans les derniers épisodes. À vous, n'hésitez pas à suggérer en commentaire cet objet qui revient quasiment à chaque épisode, qui me définit un petit peu aussi, dont je me sers beaucoup. On promet un petit clin d'œil, un cadeau dédicacé à celui qui trouve, donc n'hésitez pas à nous faire vos propositions. Et puis on se retrouve à la rentrée. Avant la rentrée ici au Parlement, il y aura la rentrée politique, avec un rendez-vous aux amphis de la France Insoumise qui auront lieu à partir du 20 août, du 20 au 23 août à Valence. N'hésitez pas à vous inscrire, j'aurai l'occasion notamment d'animer une session avec les organisations Plus Jamais Ça, Greenpeace, la CGT et Attaque. Ce sera une belle et grande session sur la bifurcation écologique et sociale. D'autres sessions aussi que j'aurai l'occasion d'organiser, j'espère vous y retrouver. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Reposez-vous, profitez de vacances. On s'est battu pour et autant en profiter un maximum. Et puis moi, j'aurai la joie de vous retrouver. Reposez mes compatibles à la rentrée. Alors, je vais d'abord mettre le casque, puis je le lance. C'est parti. Tiens, je pourrais le faire pour chacun d'entre vous. On le fera à la fin. Pas bien, je le ferai à la fin. T'inquiète pas, il saura. Il a l'air. Ba